Nous allons préciser dans ce chapitre la notion de coordonnées d'un point et on ira plus loin avec les coordonnées de vecteurs. C'est que cette notion de coordonnées, vous l'avez déjà vu au collège et on l'a déjà rencontrée depuis le début de l'année. Donc la première chose à voir, c'est comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est qu'un repère du plan et on va voir les coordonnées d'un point. Alors déjà, pour avoir un plan, pour qu'il soit parfaitement défini, en fait un plan, on comprend bien intuitivement que ça correspond à une surface, voilà, par opposition à une droite, il n'y a pas de surface, hein, c'est une ligne, y a pas de, on ne peut pas calculer une aire. Donc si on veut calculer une aire, il y a plusieurs façons de définir un plan. La première chose, c'est déjà d'avoir un triangle par exemple, c'est-à-dire d'avoir ici donc trois points non alignés. Si on a trois points non alignés, alors bien sûr on a quelque chose qui est un triangle et ça va nous donner une surface qu'on peut prolonger indéfiniment de chaque côté et ça nous donne le plan. Le plan, de la même façon qu'une droite, il est indéfini, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une feuille, ça continue indéfiniment de chaque côté, de tous les côtés. Une autre façon de faire aussi, et que vous avez vu, c'est deux droites séquentes. C'est exactement la même chose. Si je prends deux droites séquentes, et on est bien d'accord que ça va nous définir un plan. Si on veut avoir quelque chose qui contient les deux droites, ça va faire un plan inévitablement. Ensuite, on peut avoir aussi une droite seulement, mais si on a une droite, ça ne suffit pas. Une droite, il va nous falloir un point extérieur à la droite et un point extérieur à la droite. À ce moment, on a bien ici quelque chose qui définit le plan, parce que si je prends un point sur la droite et que je le rejoins au point extérieur, à ce moment-là, j'aurai deux droites et on retombera sur le cas précédent. Et enfin, maintenant, avec les notions qu'on a vues en seconde, il nous faut un point à partir duquel je vais rajouter deux vecteurs non collinéaires, puisque les deux vecteurs non collinéaires vont correspondre à chacune des directions des deux droites, et le point, ça sera le point d'intersection des deux droites qui me permettra de mettre mes deux vecteurs à partir du même point. Ça, c'est donc pour définir un plan. Maintenant, ce n'est pas tout à fait la notion de repère. Pour la notion de repère d'un plan, on va utiliser plus la dernière chose, c'est-à-dire les vecteurs. Alors, voilà la définition ici. Un repère du plan, il va être constitué, donc il faut un point d'origine, donc je t'ai dit le point qu'on a ici avec nos deux vecteurs non collinaires, donc on l'appelle souvent O comme origine, et les deux vecteurs qu'on appellera I et J la plupart du temps, et qui seront non collinaires. Ça c'est très important, hein, parce qu'autrement ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut bien avoir deux vecteurs non collinaires ici. La droite OI, alors vous remarquez que la droite, je la note avec le point O qui est l'origine et le vecteur I, puisque ça va correspondre à une droite, donc ça nous fait l'axe des abscisses, et OJ c'est l'axe des ordonnées, ça vous le savez déjà. On va préciser un peu le vocabulaire, on a plusieurs cas. Si les vecteurs I et J sont orthogonaux, ça veut dire que les droites sont perpendiculaires, hein, c'est le mot qu'on utilise pour les vecteurs, alors on va dire que le repère est orthogonal. Et si en plus, attention, hein, j'ai bien dit 2 plus ici, la norme de I et J ont la même norme, je vous rappelle qu'entre deux barres ici c'est la norme du vecteur, et que cette norme vaut 1, alors le repère il va être orthonormé, ou vous trouverez aussi orthonormal, c'est deux mots que l'on rencontre fréquemment. Le repère, lui, il est noté donc entre parenthèses avec O, I et J. Alors regardez ce que ça donne au niveau des exemples. Ici, eh bien là, je vais avoir un repère quelconque. Donc j'ai bien ici un point O, un vecteur I et un vecteur J qui est ici. Ces deux vecteurs, il n'y a pas d'orthogonalité, voilà, il n'y a pas la même norme, peu importe, donc c'est un repère quelconque. Ici, regardez, j'ai fait donc un vecteur, donc déjà il y a une orthogonalité, donc là également dans les trois autres, les repères sont orthogonaux, ça c'est une chose qui est certaine. Ici, je vous ai mis la norme de I et la norme de J, vous voyez que j'ai pris 3 carreaux ici, donc j'ai dit que c'était J, et la norme de I, norme de J, égale 3. Donc ici, je ne peux pas dire que le repère soit orthonormé ou orthonormal, il n'est que orthogonal. Ici également, vous voyez que la norme de I ici et la norme de J, c'est la longueur, eh bien ce n'est pas la même. Donc ici, ça ne peut pas donner des repères orthonormés. Donc ici, je suis ici avec des repères, ces deux repères, ils sont orthogonaux.
Voilà, et si je prends le dernier j'ai bien l'orthogonalité et j'ai bien la norme de I et la norme de J qui est égale à 1. Donc là, j'ai bien un repère orthonormé. Voilà, pour que vous puissiez bien faire la différence entre les différents types de repères. On travaillera de façon très privilégiée dans les repères orthogonaux en règle générale, et même plus dès qu'on pourra, parce qu'on en aura besoin, travailler dans des repères orthonormés. Cela, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais c'est surtout cela qu'on va utiliser pour faire des représentations graphiques. Alors maintenant, il nous faut les coordonnées d'un point dans un repère. Alors pour trouver les coordonnées d'un point dans un repère, vous savez visuellement à quoi ça correspond, mais il faut quand même arriver à donner quelque chose de plus mathématique là-dessus. Donc on a le plan qui est muni d'un repère, on prend un point M. Alors là, vous voyez, j'ai fait deux dessins dans un repère quelconque ou dans un repère orthogonal. Alors je vous explique un petit peu le dessin. On prend H qui est le point du plan, on veut que le vecteur OH et le vecteur I soient collinaires et le vecteur HM et le vecteur J d'autre part soient collinaires. Donc ici ça veut bien dire si je veux que le vecteur OH et le vecteur I soient collinaires, et bien automatiquement je vais avoir le point H qui va être sur l'axe des abscisses, il va être quelque part là-dessus. Et après, si je veux que le vecteur HM et le vecteur J soient collinaires, et bien je dois avoir aussi un parallélisme de ce côté-là. Et donc je vais avoir ici mon point H qui va être donc à cet endroit-là, je vais le faire en orange, je vais avoir donc mon point H qui va être ici. Et j'ai bien ici mon vecteur OH qui est ici collinaire au vecteur I, et le vecteur HM que je vais faire ici aussi en orange, qui est collinaire au vecteur J. Je vais repasser ici mon vecteur ici, comme ça. Et vous voyez que là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai fait deux vecteurs qui sont consécutifs, et donc ici, j'ai le vecteur OM qui est donc à cet endroit-là. Si je le fais dans un repère orthogonal, c'est beaucoup plus simple. Le point H, il va être bien évidemment ici. Là, ça ne pose pas de problème. Hein, le point H, et ça c'est ce que vous avez l'habitude de faire et que vous avez vu au collège, puisque on ne vous a jamais fait normalement travailler dans un repère quelconque. Vous avez toujours eu quelque chose d'orthogonal, puisque c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans les exercices qui ont un contexte, comme les exercices d'économie ou peu importe, les dessins se font toujours dans un repère orthogonal. Donc voilà un petit peu les deux dessins que l'on peut avoir. On vous dit K est le point tel que le vecteur OK est égal au vecteur HM. Donc on comprend très bien que le point K, il va être ici. Je vais avoir le point K qui va être là. Et à cet endroit-là, dans le repère orthogonal, je vais avoir le point K qui va être ici. Voilà pour la construction du dessin. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, le plus difficile, c'est le point H ici à placer. C'est un petit peu compliqué. Alors, maintenant, on a ce dessin, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va prendre le vecteur OH déjà. Le vecteur OH, on a dit qu'il était collinéaire avec le vecteur I. Donc, je peux dire qu'il est égal à x fois le vecteur I, tout simplement, car les vecteurs OH et I sont collinéaires. Donc on revient ici à la définition de la collinéarité, c'est-à-dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est seulement si l'un est égal à l'autre multiplié par un réel. On a donc x qui appartient à R bien entendu. Ici, on est bien d'accord que x va être positif puisque i et h, le vecteur i et le vecteur OH sont collinaires de même sens, même chose sur ce dessin-là. Mais ça marcherait si c'était de l'autre côté également. Et pour le vecteur hm, il est collinaire au vecteur j. Si on utilise la même chose, il va y avoir aussi un coefficient de collinéarité que je vais appeler j ici. Car aussi, on a le vecteur hm et le vecteur j sont collinaires également. Collinaire. Et ici, il y a bien une chose qu'il faut bien comprendre ici, que là, c'est égal aussi le vecteur hm. Vous voyez sur le dessin, le vecteur hm, c'est aussi le vecteur OK, puisqu'on l'a choisi comme ça. C'est aussi le vecteur OK.
Donc, maintenant que j'ai ces deux vecteurs, eh bien, je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'ici, on a les deux vecteurs qui sont consécutifs. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la relation de Schall en disant que le vecteur OM ici est égal au vecteur OH plus le vecteur HM. Et ça va nous faire, donc, est égal, donc le vecteur OH, on a dit que c'était x fois le vecteur I, plus le vecteur HM, y fois le vecteur J, ici. Alors, bien entendu, vous comprenez bien que ici, on retrouve la valeur de x dans ce que vous avez l'habitude, ce qu'on vous a appris au collège, c'est-à-dire qu'on retrouve l'abscisse du point ici et l'ordonnée, de la même manière, ici, x et y que l'on retrouve à cet endroit-là. Et donc ici, le couple XY, eh bien, ça va être les coordonnées du point. Donc voilà la définition pour arriver à formaliser un petit peu ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que si j'ai un repère du plan et je prends un point M, je vais dire qu'un couple est le couple de coordonnées du point M, si et seulement si le vecteur OM est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Attention, ce qui est important, c'est que je prends le vecteur OM, c'est-à-dire que je pars de l'origine du repère. Si je partais de n'importe quel autre point, ça ne fonctionnerait pas. Il faut bien que ça soit l'origine du repère. La notation, vous la connaissez, on a M avec entre parenthèses x et y. Ça se lit ici, M a pour coordonnées x et y. Je rappelle que les parenthèses ont valeur de verbe dans une phrase en français, c'est-à-dire quand on écrit toute cette chose-là ici, c'est une phrase en français avec un sujet, le point M, un verbe, les parenthèses, c'est-à-dire a pour coordonnées, et x, y, les compléments, qui donne la phrase complète. Donc, x, on sait que ça s'appelle l'abscisse et que y s'appelle l'ordonnée également. Je vous conseille de revoir un petit peu les inséparables des mathématiques en ce qui concerne l'abscisse et l'ordonnée qu'on avait vu dans le chapitre des fonctions affines et qu'on approfondira dans le dernier chapitre sur les fonctions. Ici, une dernière, deux ou trois remarques pour terminer. Donc, vous voyez que quand on a écrit ici que le vecteur OM est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J, bien, on dit que le couple XY, c'est les coordonnées du point M. Et bien, on dit aussi que c'est les coordonnées du vecteur OM. Alors, on ne peut pas noter de la même façon parce qu'on ne peut pas travailler avec un vecteur et un point de la même façon. Ce sont deux objets qui sont fondamentalement différents. Donc, on adopte deux notations vraiment différentes pour les vecteurs. Ici, on va noter les coordonnées en colonne, c'est-à-dire l'une en dessous de l'autre. Attention, il n'y a pas de division, c'est juste pour différencier les coordonnées d'un point. Quand c'est en ligne, on parle d'un point, quand c'est en colonne, on parle d'un vecteur. Attention, sur les livres, pour des besoins de gain de place et d'impression, souvent, ils n'ont pas la notation en colonne pour les vecteurs, ce qui est fort dommage, puisqu'après, d'un point de vue mathématique, on en a besoin. Vous comprendrez plus tard en terminale si vous prenez la spécialité. Ici, le point O, parce que comme j'avais dit au départ, j'avais pris un point distinct de O sur le dessin pour avoir un dessin qui signifie quelque chose. Bien entendu, le point O a pour coordonnées 0, 0, ça vous le savez. Et une chose au niveau du vocabulaire que vous pouvez connaître, c'est-à-dire que quand on est dans un repère orthogonal, et bien ici, x et y, c'est le couple de coordonnées rectangulaires du point. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on repère, vous voyez qu'on fait des petits pointillés ici, et on dessine en réalité un rectangle avec le repère. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça les coordonnées rectangulaires. Si on s'est donné la peine de parler de coordonnées rectangulaires, vous comprenez bien, c'est parce qu'il y aura d'autres types de coordonnées. Dans le cadre d'un repère quelconque, ça n'a pas de sens de parler de coordonnées rectangulaires. On pourrait parler de coordonnées pas dans un parallélogramme, mais c'est pas le cas. Donc vraiment rectangulaire, c'est réservé aux repères orthogonaux. Et la dernière chose, donc vous retenez ça résume absolument tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo, c'est-à-dire qu'un point M a pour coordonnées x, y, ça veut dire que le vecteur OM a pour coordonnées est égal à x fois I plus y fois le vecteur J, et ça veut dire que le vecteur OM aussi a pour coordonnées x, y également. Attention, où O est l'origine du repère obligatoirement. Donc voilà, ça c'est vraiment la base des coordonnées, du travail avec les coordonnées que l'on va faire dans les paragraphes suivants.